Bonjour à tous. Donc, nous commençons aujourd'hui notre dernière série de vidéos sur les révisions concernant les équilibres chimiques, avec finalement ce qui est notre objectif depuis le début, l'étude des diagrammes potentiels pH. Alors, avant d'attaquer l'étude de la construction d'un diagramme, de l'utilisation du diagramme, on va déjà se poser une question toute simple. À quoi ça sert un diagramme potentiel pH? On va y répondre d'abord en imaginant une expérience très simple, qu'on aurait pu réaliser si on était au lycée. Je vais prendre dans un bécher une solution contenant des ions fer3. Et je vais y ajouter une solution contenant des ions iodures. Qu'est-ce que je vais observer très rapidement? La solution va prendre une coloration brune. Brune rougeâtre. Et en fait, pourquoi elle prend une coloration brune? Parce que les I- se sont transformés en I2. Alors, ce que je n'ai pas précisé, que j'aurais dû préciser, pour avoir des Fe3+ en solution, il faut que la solution soit quand même acidifiée. Et on s'en rendra compte quand on tracera le diagramme potentiel pH de Fe3+. Donc, si j'observe la présence de I2, ça veut dire que I- pour lequel le nombre d'oxydation de I était à -1, eh bien, a subi une oxydation, puisque le nombre d'oxydation de I dans I2, c'est 0. Donc je vais écrire les demi-équations des couples qui m'intéressent ici. Donc il y a I2I-. Donc 2I- égale I2 plus 2 électrons. Bon, j'écris pas partout à que, on est en solution à cause de toute façon. Et l'autre couple, c'est Fe3+, Fe2+. Donc Fe3+, plus un électron, égale Fe2+. Bon, on voit que je multiplie la seconde par 2, je fais la somme et j'obtiens 2 Fe3+, plus 2I- donne I2 plus 2 Fe2+. Voilà, j'ai bien réaction entre I- et Fe3+, et on voit ici la formation de I2, donc la coloration brune qui apparaît dans cette solution. Maintenant, on va prendre une expérience très proche. Je prends toujours mon bécher avec du Fe3+. Mais avant d'y mettre du I-, on va augmenter le pH. Donc j'ajoute du H-, je peux ajouter de la soude par exemple. Donc le pH augmente. Il n'y a pas besoin d'en ajouter beaucoup. Avec un pH à 3 ou 4, ça suffirait déjà pour observer ce qu'on va vouloir observer. Et bien qu'est-ce qu'on va observer? Apparition d'un précipité. Donc pas très joli un précipité qui apparaît dans l'eau, ça dépend, ça peut prendre plusieurs formes. Mais c'est pas toujours de beaux cristaux qui apparaissent. Donc ces cristaux qui apparaissent là, ce précipité qui apparaît, on sait, et on le verra dans le diagramme potentiel pH, que c'est de l'hydroxyde de fer3. Qu'à cela ne tienne, j'ai toujours du fer en solution sous forme de fer3, puisque si je calcule le nombre d'oxydation du fer ici, j'ai O-2, H plus 1, donc OH-1, fois 3 moins 3, donc plus 3 pour le fer. Et donc on va ajouter du I-. A priori, on pourra se dire, pas de raison, je peux écrire le couple FeOH3 Fe2+, on va le faire d'ailleurs. Donc FeOH3 d'un côté, de l'autre côté je vais mettre Fe2+. Donc là j'ai 3O, donc 3H2O. Donc là, j'ai ajouté 6H, là j'en ai que 3, donc il faut ajouter 3H+. Et donc, un électron.
On voit bien qu'il y a un échange d'un électron, pas de problème. Donc, je peux tout à fait combiner cette demi-équation avec celle du diode pour écrire aussi la réaction d'FeOH3 avec le diode, on va le faire d'ailleurs. Ça va me donner 2 FeOH3 plus 6H+, plus 2I- égale 2 Fe2+, plus I2, plus 6H2O. Sauf que quand j'ajoute I-, eh ben je constate que de 1, le précipité ne disparaît pas, et de 2, la solution ne se colore absolument pas. Donc si elle ne se colore pas, ça veut dire que je n'ai pas d'I2. Si je n'ai pas de I2, c'est que cette réaction n'a pas eu lieu. Et d'ailleurs, effectivement, le précipité ne disparaît pas. Donc en fait, cette réaction n'a pas lieu. Donc qu'est-ce qu'on constate avec cette expérience? On constate que le simple fait d'avoir changé le pH de la solution va faire qu'une réaction qui avait lieu à faible pH, c'est-à-dire une réaction entre l'iode au degré d'oxydation -1 et le fer au degré d'oxydation +3, eh bien n'a plus lieu à un pH plus élevé. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que le pH a une influence sur les réactions électrochimiques. Donc je ne vais plus pouvoir me contenter d'écrire des diagrammes de prédominance en potentiel, puisque je comprends ici que j'ai besoin à la fois de gérer le potentiel et le pH. Et bien on va tracer des diagrammes potentiel-pH. Avec le pH en abscisse, le potentiel en ordonnée. Alors, deux exemples rapides pour voir un petit peu ce qu'on va tracer dans ce diagramme potentiel-pH. On va reprendre d'abord un exemple qu'on avait vu dans le cours d'oxydoréduction, c'était le couple MnO4- Mn2+. On rappelle la demi-équation, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, égale Mn2+, plus 4H2O. On avait exprimé le potentiel à l'aide de la formule de Nernst, si vous vous souvenez bien. E égale E0 plus, alors je prends la formule simplifiée avec le 0,059 sur n, donc 0,059 sur 5 fois le log de, alors, qu'est-ce qu'il y a du côté de l'oxydant? Concentration d'MnO4- fois concentration d'H+, et là je ne fais plus la même bêtise que dans la vidéo précédente, je mets bien 8, sur ce qu'il y a du côté du réducteur, donc ici simplement Mn2+, puisque l'activité de l'eau c'est le solvant, donc c'est 1. Voilà. On va sortir H+, qui va donner du pH, donc E égale E0, donc moins 8 sur 5 fois 0,059 fois pH, plus, alors 0,059 sur 5, je vais remplacer par 0,012, log de concentration d'MnO4- sur concentration d'Mn2+. Et ceci, là, on se rend compte que c'est un petit peu comme un potentiel standard, qu'on va appeler potentiel standard apparent, puisqu'on a bien E égale cette grandeur plus 0,012 log de concentration d'MnO4- sur Mn2+. Donc on va l'appeler E0 apparent, qui est une fonction du pH. Donc c'est ce qu'on avait dit dans le cours sur l'oxydoréduction, la limite entre les domaines de prédominance de MnO4- et de Mn2+, va dépendre du pH. Si on est au-dessus de E0 apparent, on voit bien que c'est MnO4- qui prédomine, puisque le log est positif. Si je suis en dessous, c'est Mn2+ qui prédomine, puisque le log est négatif. Donc en fait, qu'est-ce qui me reste à tracer? Eh bien, cette fonction-là. Donc je vais tracer dans le diagramme de pH, superbe droite verticale,
cette droite d'équation E0 égale E0 moins donc 8 cinquièmes de 0,059, on va dire 8 cinquièmes de 0,06, donc 8 fois 0,012, donc 0,96. C'est quoi d'ailleurs? Eh bien, unité de potentiel par unité de pH, donc en fait, volt. Au-dessus, c'est le domaine d'MnO 4-. En dessous, c'est le domaine de prédominance d'MnD+. Et donc, un diagramme de pH, ça va être des constructions comme ça de plusieurs droites qui vont séparer les domaines de prédominance de différentes espèces. Alors parfois, ça va être des droites horizontales ou obliques comme celle-ci qui vont séparer l'oxydant de son réducteur. Mais on verra qu'il y a aussi des droites verticales qui vont séparer un acide de sa base, par exemple. On a vu que le domaine de prédominance de l'acide et de la base sont séparés simplement par une valeur particulière du pH qui est le pKa. Ou alors une droite verticale qui va délimiter le domaine d'existence d'un précipité, comme on l'a vu également dans le chapitre sur la précipitation. On verra tout ça dans les prochaines vidéos.